Donc, des commentaires qu'on a jusqu'à maintenant, vous avez l'air de bien aimer. Merci aussi à ceux qui sont là un peu tous les jours en direct. Donc, il y a des noms que je vois revenir. Donc, j'apprends aussi à vous connaître. Donc, merci pour votre présence. Aujourd'hui, ben, tel que mentionné, ça va être une conférence sur la prédation, l'agression, la frustration. C'est une conférence que je donne à chaque année. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont avoir changé, mais dans l'ensemble, ça risque d'être ce que j'ai présenté les autres années. Mais par contre, j'imagine que la vie étant ce qu'elle est, que vous en souvenez pas à 100%. Mais en même temps, ça va nous permettre aussi de revenir sur certaines notions essentielles. Donc, n'hésitez pas à indiquer dans le chat box de où est-ce que vous venez, si vous êtes éducateur canin, si vous êtes plutôt un propriétaire de chien ou bien un futur éducateur canin. Donc, aussi, ce que je dois mentionner, c'est que c'est une conférence qui, à la base, est davantage axée pour les professionnels, mais je pense pas quand même que les notions sont possiblement accessibles par tous les moldus. C'est juste que le vocabulaire utilisé va peut-être être un petit peu plus technique. Euh, donc, juste un petit moment. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer à présenter. Parfait. OK, je suis en train d'ajuster mon écran. Donc, comme ça, je vois le maximum de visages et de personnes. Donc, en ce moment, vous seriez supposé voir la présentation. Si jamais il y a quoi que ce soit, juste l'indiquer dans le chat box. Aujourd'hui, ben, on va voir un petit peu la question de la terminologie concernant les différents concepts et, entre guillemets, problématiques qu'on va aborder. On va voir par la suite ben, les définitions puis des études de cas sur la prédation, l'agression et la frustration. Et par la suite, on va pouvoir finalement faire un petit exercice en groupe, comme on l'avait fait hier. Donc, ça semblait être un exercice qui avait été apprécié de la plupart des gens. Et par la suite, bien évidemment, on va avoir une petite section FAQ et je vais y répondre du mieux que je peux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Raffa, puis je suis éducatrice canine depuis 13 ans maintenant, ou même un peu plus si on prend à partir du moment que j'ai commencé à me former. J'ai fondé Domaine de maître qui s'appelle maintenant Évolution canine. J'ai formé des gens un petit peu partout dans le monde. Je me suis formée aussi un petit peu partout dans le monde. De mon côté, ben, j'ai 4 chiens, dont 2 malinois et 2 bergers allemands, chez qui les sujets qu'on aborde aujourd'hui sont bien présents. Donc, quand on parle justement de comportements qui peuvent être liés à l'agression, à la frustration ou à la prédation. C'est absolument quelque chose qui peut être présent chez ces races-là. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur ma présentation parce qu'au fil des jours, j'ai l'impression d'être dans le jour de la marmotte et de ne parler que de ma présentation personnelle, ce qui est selon moi peu important. Euh, Aujourd'hui, pour les gens, les valeureux chevaliers et chevalières du comportement canin qui vont rester jusqu'à la fin, on va faire tirer une formation qui est la formation intensive sur la réactivité et l'agression pour les professionnels. À ce moment-là, si vous souhaitez gagner, vous devez m'endurer. Voilà, ni plus ni moins. Par la suite, on a aussi un autre concours. Vous pouvez soit partager notre publication sur Instagram en mode public ou faire la même chose sur Facebook avec les codes QR qui vous sont offerts. Vous allez être en mesure de potentiellement gagner une carte cadeau de 1000 $ valide sur la plateforme de cours en ligne. Et d'ailleurs, si vous partagez avant le 31 décembre, vous avez plus de chances de gagner. Vous avez 2 fois plus de chances de gagner dans les faits.
Euh, donc, Elisabeth qui dit c'est pas de l'endurance, mais bien une course à la prise de notes. Je pense que ça peut être les deux. Par la suite, il y a Sonia qui me fait un compliment en me disant qu'il y avait pire comme torture. Donc, c'est sûr que d'être comparé à la torture, ça fait toujours du bien. Donc, d'être comparé au pire. Au niveau de la terminologie, concernant les les différents concepts qu'on aborde aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que tous les formateurs et souvent même les spécialistes dans leur domaine vont utiliser un terme, mais qui va pas vouloir dire exactement la même chose. Donc ici, on pourrait se dire que un a raison ou un autre a tort, alors que dans les faits, la réalité est bien simple. C'est juste que on manque de vocabulaire à titre d'humain pour exprimer toute la richesse de notre pensée. Donc, malheureusement, on doit, jusqu'à temps qu'on se décide à inventer un nouveau terme, on doit utiliser les mêmes mots qui veulent pas dire exactement la même chose, mais qui se ressemblent. Donc ça, c'est une question qui est intéressante quand on s'intéresse un petit peu à comment on construit de la connaissance et c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise. Donc c'est souvent pour ça qu'on se dit, ah, mais telle personne se trompe ou telle personne fait telle chose, alors qu'au final, on a un petit problème qui est plus au niveau des définitions. Comme je disais, ben, les mêmes termes peuvent être utilisés selon des définitions qui sont différentes. Par exemple, je connais des spécialistes qui, à l'époque, appelaient de l'agression canine si un chien, par exemple, blessait quelqu'un sans que ce ne soit lié à une morsure ou un comportement de menace. OK? Donc, tout simplement parce que la personne se sent agressée. OK? Donc, ici, ben, c'est quoi la vision qu'on prend? Est-ce que c'est les comportements observables et la fonction du comportement chez l'individu ou bien on prend en considération comment l'agressé, entre guillemets, s'est senti? Donc à ce moment-là, ben, c'est pour ça que c'est important de voir sur quoi on s'entend. Et après ça, ben, les définitions que j'utilise sont pas plus mal ou meilleures que celles des autres. Mais ça permet une modélisation en particulier qui, par la suite, selon moi, permet de mieux résoudre certaines problématiques via l'entraînement. Là, on a aussi différentes modélisations, c'est-à-dire différentes façons de voir les choses qui vont utiliser le même langage et que ça va pas vouloir dire la même chose. Donc, à ce moment-là, on doit se poser la question, lorsqu'on parle d'agression, de frustration, de prédation, est-ce qu'on est en train d'avoir un focus à titre de personne sur l'étiquette que portent les actions? Par exemple, quand on dit par exemple qu'un chien est réactif, ben c'est une étiquette qu'on vient apposer, ou bien on se pose la question de quel comportement exactement l'individu a produit. OK? Donc à ce moment-là, ben ça peut créer un petit clash. Est-ce qu'on se base sur ses conséquences, donc les conséquences des actions de l'individu versus, par exemple, la fonction du comportement? C'est-à-dire qu'un chien pourrait définitivement mordre une poule parce qu'il en a peur, mais il pourrait aussi mordre une poule parce que il est en train de faire de la prédation et que ce sont des fonctions qui sont différentes, qui sont à la base de la motivation du comportement. Euh, Au final aussi, pour ajouter encore plus de confusion, mais par la suite, on va stopper la confusion, les barrières entre les différents termes peuvent aussi ne pas être hermétiques. C'est-à-dire que, ben, selon moi, un chien peut, par exemple, être en mode prédation, mais que finalement, que ça se termine en séquence d'agression. Donc, bref, les situations peuvent être plus complexes que les simples mots qu'on essaie d'apposer à une situation. Donc, on pourrait s'imaginer, par exemple, un chien qui court après un chat. Finalement, le chat se défend. Au départ, le chien faisait de la prédation, mais au final, c'est un réel conflit qui en émerge. Un élément qui est de plus en plus important pour moi dans ma pratique, c'est le petit schéma suivant. Qui vient nous éclairer un petit peu au niveau de comment nous-mêmes et comment les animaux se sentent et comment ça peut venir par la suite modifier les comportements de nos animaux. Donc, premièrement, on va avoir l'axe au niveau du niveau d'éveil. Donc, c'est à quel point l'individu est excité, en quelque sorte.
Et à ce moment-là, ben ça n'a aucun rapport avec les émotions. C'est juste le niveau, en quelque sorte, d'excitabilité, si je pouvais utiliser un terme euh, qui peut être plus facilement compris. Donc, d'un côté, ben, on pourrait avoir à un niveau d'éveil le plus bas, ben, par exemple, un individu, du genre moi, qui sont en train de dormir, mais pas beaucoup ces temps-ci. Et d'un autre côté, ben, on pourrait avoir un niveau d'éveil élevé si, par exemple, ben, on a pris l'avion et on arrive à la destination du voyage. À ce moment-là, ben, notre niveau d'éveil pourrait être plus élevé si on dit, par exemple, qu'on est excité. Donc ça ici, ben, c'est un axe qui ne fait que distinguer est-ce que le niveau d'excitation est bas ou élevé. Par la suite, ben, on va avoir l'autre axe qui va prendre en considération davantage l'aspect émotionnel de l'individu. Donc, d'un côté, on va avoir tout ce qui a rapport à la valence négative. Donc, ça ici, ça nous permettrait de voir que, OK, ben, un niveau d'éveil peut être bas, un individu peut être peu excité, et ben, ça peut aussi être relié à des émotions qui sont peut-être plus négatives. Donc, par exemple, le fait d'être déprimé, d'être fatigué, de se sentir impuissant, par exemple. Mais on pourrait aussi avoir un niveau d'éveil élevé et une valence négative. Donc, par exemple, le fait de se sentir en colère, frustré ou de faire de l'anxiété. À ce moment-là, tout ce que ça vient nous montrer, c'est à quel point les émotions peuvent être complexes et dans un spectre. Et à ce moment-là, ben ça vient vraiment aussi se relier à qu'est-ce qu'on sait de l'agression et de la prédation. Donc, par exemple, ben, si on parle de prédation, de façon générale, ben, on va avoir un niveau d'éveil qui va être élevé, mais avec une valence qui va être positive. C'est-à-dire que, mais si votre chien est en train de courir après un chevreuil, il vit sa best life, comme on dirait au Québec. Donc, ici, ben, c'est le niveau de bonheur et de décharge de sensations ultime, OK, pour nos chiens. Si notre chien est en état de prédation, parce que si c'est plus de l'agression, ben là, c'est différent parce qu'il a voulu chasser le pauvre chevreuil du champ, par exemple. Donc, à ce moment-là, ben, si on a un animal qui fait de la prédation, son niveau d'émotion négative ne sera pas le même. Donc, ça va même être le contraire. Tandis que si on a un chien qui est agressif, ben, de façon générale, on va avoir, oui, un niveau d'éveil qui va être élevé, mais par contre, la valence va être considérée de façon générale, mais pas toujours négative. Euh, donc, à ce moment-là, ben, ça nous permet un peu plus de comprendre où se trouvent nos chiens au niveau émotionnel et au niveau de l'excitation. Et par la suite, ça nous aide au niveau de comment on vient intervenir. Pourquoi ça nous aide? Parce que plus le niveau d'éveil va être élevé, plus c'est difficile pour nous d'intervenir en temps et lieu quand la situation se produit. Parce que quand le niveau d'éveil est élevé, bien souvent le chien va avoir une très, 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 très forte motivation à accomplir l'action qu'il voulait accomplir, peu importe quelle qu'elle soit. Donc à ce moment-là, bien, ça implique que nos plans d'entraînement, nos stratégies d'intervention vont probablement devoir être axés sur, un, la prévention et deux, la reproduction de scénarios où le niveau d'éveil va être moins élevé et où, en général, le niveau d'excitation du chien va être moins élevé. Ça va permettre un apprentissage plus facile, pas toujours, mais de façon générale, ça risque d'être le cas. Donc, c'est pour ça que de façon générale, les éducateurs canins, on va pas conseiller de travailler la problématique quand elle se produit, du genre, ah, votre chien veut agresser les gens. Bon, ben, à ce moment-là, faisons rentrer une tonne de personnes dans la maison et essayons de régler la problématique à ce moment-là. Ça pourrait être possible, mais de façon générale, c'est pas qu'est-ce qu'on recommande et c'est la raison pourquoi. Donc, la prédation, d'un côté, va avoir une fonction de rapprochement. Donc ici, on a un joli beauceron qui est en train de faire du troupeau. Et ici, ben, quand on parle de prédation, le but n'est pas que l'individu aille plus loin et s'enfuisse et disparaisse de la vue. Le but n'est pas de résoudre une problématique qui est menaçante. Lorsqu'on parle de prédation, on parle vraiment d'un comportement qui a pour but de se
rapprocher, parfois même de prendre contrôle. Ça, on le voit beaucoup chez les chiens de troupeau. Et les comportements qu'on va pouvoir voir qui sont apparents, c'est par exemple le fait de localiser ce qu'on appelle la proie, le fait de s'orienter vers la proie, le fait de se rapprocher. Donc souvent, c'est à partir de là ou à titre de propriétaire, les gens vont se rendre compte que, OK, ben là, il se passe quelque chose qui est désagréable pour moi, OK, à titre d'humain. Donc à ce moment-là, par exemple, si on se promène avec notre chien sur la rue et qu'on est en train de marcher, ben le fait que notre chien ait localisé une proie, c'est pas vraiment important. Le fait qu'il s'y oriente, c'est pas vraiment important. Mais là, quand on commence à voir que notre chien tire sur la laisse, qu'il commence à être insistant, c'est là où on remarque qu'il y a une problématique. Euh, donc, par la suite, on aurait le rush. Le rush, c'est tous les comportements qui sont axés sur le fait de se rapprocher le plus rapidement possible, de prendre en quelque sorte possession de l'autre individu. Et par la suite, on pourrait avoir la mise à mort et l'ingestion dans certains cas. Donc, le patron moteur, c'est-à-dire l'ensemble de comportements qui est associé à la prédation n'est pas fixe chez tous les chiens. C'est pas tous les chiens qui, par exemple, vont se rendre à la mise à mort et c'est pas non plus tous les chiens qui vont se rendre à l'ingestion. D'ailleurs, ben, il y a des comportements, il y a des chiens qui vont juste avoir des comportements de localisation et d'orientation. Donc, la localisation peut aussi s'effectuer sous la forme de pisté. OK? Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on note un peu moins ou qui a moins été nommé dans la littérature pour les éducateurs canins. Mais le fait de localiser, c'est pas uniquement visuel, ça peut être aussi via une piste à prime abord. Euh, donc, les cibles, de façon générale, mais pas toujours, parce que nos chiens sont étranges, ce sont des proies, OK? Ou qu'est-ce qu'on considère comme tel. Donc, ça peut être des petits animaux, ça peut être de plus gros animaux. Mais ça peut aussi être autre chose. Et à ce moment-là, on va parler d'un problème de cible. Et c'est pas nécessairement que c'est un problème pour le chien ou même nécessairement un problème pour la société, mais si par exemple, ben, on a un chien qui fait de la prédation sur, par exemple, des voitures ou des enfants, ben, à ce moment-là, ça pourrait être le cas. Et pour avoir des comportements, par exemple, de vouloir se rapprocher, il pourrait avoir des comportements qui seraient liés, par exemple, à tourner autour des enfants, surtout si on parle des chiens de berger. Et plus rarement, ben, le reste de la séquence dont on ne veut pas parler, surtout si elle consiste dans le fait de parler d'enfants. Euh, les cibles peuvent aussi être autre chose. Donc, par exemple, quand on parle de comportements stéréotypés, ben, on pourrait avoir un chien dont la cible de ces comportements de prédation sont les ombres et les lumières. OK? Donc, ça pourrait aussi être le cas. Par la suite, au niveau du contexte, ben, le contexte est plutôt cyclique plutôt que réactionnel et ici on parle au niveau évolutif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cyclique? C'est que le comportement va se produire selon les besoins de l'individu à certains moments, plutôt qu'être en réaction, comme ça serait le cas de l'agression où une menace arrive, le comportement est produit. Une menace arrive, le comportement est produit. Quand on parle de cyclique, on parle davantage un peu comme le besoin de sommeil, OK? Qui revient à un certain moment, mais c'est pas à tous les moments dans la journée que si, par exemple, on me montre une lumière, que je vais m'endormir. OK? C'est un peu différent. Par la suite, quand on parle d'état d'éveil et de valence émotionnelle, on va parler d'état d'éveil qui va être plutôt élevé à valence positive. Pas toujours. Par exemple, si le chien est retenu en laisse et qui est tellement frustré qu'il en vient à en être en colère, par exemple. Donc, à ce moment-là, ben oui, l'état d'éveil pourrait être élevé, mais la valence émotionnelle pourrait être changée et ce, même si on est dans un contexte de prédation. La prédation, elle est normale, elle est naturelle, mais les séquences et les cibles peuvent être modifiées. OK? Donc, les séquences sont excessivement différentes. Par exemple, si on parle d'un chien de chasse versus d'un chien de berger. Et aussi, les cibles peuvent être
absolument modifier en fonction des races et des groupes de chiens. Encore une fois, si on fait référence aux chiens de chasse, qui par exemple, si on a des chiens de chasse sur du petit gibier qui vont pointer, ben à ce moment-là, autant la cible que les comportements sont différents si on les compare aux chiens de berger qui vont avoir tendance plus à vouloir contrôler, rassembler. Bref, ça va être très différent, autant dans la séquence que dans les cibles. Euh, donc, ah oui, une autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a souvent, en fait, il y a certaines races de chiens qui sont plus prédisposées à avoir une séquence comportementale de prédation qui pourrait aller jusqu'à la mise à mort et l'ingestion, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est plus dangereux, ok? Parce que ça dépend aussi des cibles. Donc, par exemple, si on a, par exemple, un Shiba Inu de race primitive qui a tendance à chasser les souris et à les manger, ben ça veut pas dire nécessairement que c'est un comportement qui est dangereux si les cibles sont les souris. En fait, c'est dangereux pour les souris, mais c'est peut-être pas dangereux pour ce qu'on considère être un animal domestique qui a de la valeur ou pour un humain qui aurait plus de valeur selon notre charte morale de la vie. Donc, dans les moyens qui sont habituellement utilisés pour venir résoudre la prédation, on a d'un côté le fait de répondre aux besoins en amont. Donc, par exemple, on peut penser au fait de jouer avec nos chiens. On peut penser au fait de leur faire des activités qui vont avoir comme objectif de peut-être répondre aux besoins de troupeauté. Donc, ça pourrait être soit de faire directement du troupeau chez un chien de berger, mais ça pourrait être aussi de faire du tribal, qui est un peu l'équivalent. Donc, ça pourrait être aussi peut-être de d'utiliser une flirt pole, qui est une espèce de canne à pêche, mais pour chien, au bout de laquelle il y a un jouet. Donc, ça lui permet de courir après des proies, entre guillemets, de façon plus légale. Donc, ça peut être définitivement des solutions qui peuvent être mises de l'avant. Il y a aussi toutes les solutions qui visent à réduire le niveau d'énergie du chien. Ça peut définitivement aider. Donc, c'est sûr que si on a un chien qui bouge très peu, qui n'a pas accès à beaucoup de liberté, ben, c'est sûr que si notre chien, c'est un border collie qui bouge 30 minutes par jour et qui a deux chats à la maison, ben, c'est possible que les chats en paient le prix. Par la suite, une autre stratégie pourrait être d'éviter que le niveau d'éveil du chien augmente pas trop dans les situations qui sont propices. Donc, un truc que j'utilise souvent avec mes propres chiens, c'est si, par exemple, je sais pas, moi, je vais dans une boutique pour animaux et je pratique des exercices et je sais qu'il va y avoir des petits animaux pas loin, ben qu'est-ce que je vais faire, c'est ne pas laisser, par exemple, mes chiens fixer les petits animaux. Je vais m'arranger pour venir déposer beaucoup de récompenses au sol pour venir diminuer le niveau d'éveil. Donc, je vais mettre de facto des stratégies en place pour ne pas laisser l'excitation aller à son comble, parce que autrement, ça risque d'être plus difficile à rattraper. Dans le cas de mes chiens, ça l'est un peu moins parce que je leur ai aussi appris à redescendre facilement, mais souvent pour des chiens qui n'ont pas été exercés à ça, ça peut être différent. Euh, donc, on a quelques questions qui sont apparues. Je vais y répondre, mais par la suite, donc je vais aussi faire une petite période de questions et de réponses à la suite de la conférence. Donc, il y a Florence qui demande si un chien a capturé et mangé un lièvre, devient-il dangereux pour l'humain et le chat à la maison? De façon générale, non. OK, donc, qu'est-ce qui peut se produire? Et ici, c'est vraiment une question statistique et générale. Ça veut pas dire que c'est vrai ou ça veut pas dire que c'est pas dangereux. Donc, c'est vraiment juste une réponse statistique. Donc, habituellement, qu'est-ce qui se produit? Si un chien a un type de proie d'une certaine grosseur, envers laquelle il va jusqu'à la mise à mort et à l'ingestion, il va se tenir à ce type de grosseur-là, en quelque sorte de proie. Mais ça veut pas dire nécessairement que ça sera jamais le cas sur autre chose. Donc après ça, ben, on peut aussi venir évaluer ben, c'est quoi la grosseur du chien. Donc si par exemple, ben, c'est un chihuahua, OK, versus ben, si c'est un dog argentin, ben il y a peut-être plus de questions à se poser, surtout s'il y a des enfants à la maison. OK? Donc à ce moment-là, ça devient une question qui est définitivement complexe. Et je pense que ici, le principe de précaution peut
Donc, on peut appliquer le principe de précaution si on a des doutes. Mais de façon générale, c'est pas parce qu'un chien a goûté le sang qui est dangereux pour les humains. On a tous, à part les gens qui sont végétariens et véganes depuis toujours, on a tous mangé de la viande et ça fait pas en sorte qu'on est cannibale. Euh, on a Elisabeth qui demande pour le chien qui est réactif et qui serait frustré, où est-ce qu'il se retrouverait dans ton schéma au niveau d'éveil? Ben, à ce moment-là, il pourrait se retrouver à un niveau d'éveil qui serait élevé. Autrement, ben, il n'y aurait pas d'émotions et de comportements liés à la frustration. Et ça pourrait venir jouer entre des émotions qui sont négatives si on pousse plus vers la colère, mais même parfois positives. Et ça, je vais en reparler un petit peu plus tard, parce que la frustration, c'est pas nécessairement à valence négative. Euh, qu'est-ce qui peut aussi venir aider les chiens qui ont tendance à faire de la prédation, c'est de pratiquer des exercices de retour au calme. Donc, par exemple, d'apprendre aux chiens à devenir excités et à revenir au calme facilement. Donc, ça va aider par la suite dans d'autres conditions à être en mesure de le ramener au calme plus facilement. Par la suite, j'ai nommé RDA, qui veut dire renforcement différentiel de comportement alternatif. Donc, par exemple, ça pourrait être que lorsqu'on marche dans la rue et que notre chien voit un écureuil, on lui apprend à revenir vers nous pour, par exemple, jouer au tug avec un jouet ou avec la laisse, si c'est bien géré et bien utilisé. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais avec mes chiens, d'utiliser la laisse comme jouet et c'est fait sur signal et sur commande. Dans certains cas, on peut aussi utiliser l'habituation, surtout si c'est une question de petits animaux à la maison. OK? Donc, par exemple, si on achète, je sais pas moi, des souris et que les premiers jours, notre chien est vraiment excité, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre premièrement soit une barrière autour de la cage des petits animaux et laisser tout simplement notre chien en revenir en quelque sorte. OK? Ici, ça s'applique vraiment plus si c'est des petits animaux et ça s'applique vraiment plus aussi si c'est des chiens dont l'instinct de prédation et la motivation est plutôt modérée. Parce que, par exemple, ben, si on parlait, je sais pas moi, de personnes qui décident que ce qu'elles veulent à la maison, c'est un élevage de souris, mais ce qu'elles ont comme chien, c'est un Jack Russell Terrier, mais ça se peut que le chien ne s'habitue jamais et n'en revienne jamais. Par contre, ben, si on pense à un Golden, ben, c'est possible que lui s'y habitue plus facilement. Ici, il ne s'agit que de généralité sur les races de chiens. Ça peut toujours changer. Et évidemment, donc je m'en allais changer de diapositive. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut aussi utiliser? Ben, c'est des stratégies qui sont axées sur la gestion, c'est-à-dire des stratégies qui sont axées sur soit faire en sorte que le chien ne puisse pas compléter peu importe laquelle séquence, par exemple en étant en laisse ou en longe, donc ça évite certains dérapages, ou bien on peut parler de gestion aussi quand on empêche totalement le problème d'être produit parce que, par exemple, ben, on met la cage des souris dans une autre pièce dans laquelle le chien ne va jamais, ou bien on se promène dans d'autres endroits, par exemple, où il n'y a pas de chevreuil qui galope allègrement. Et bien évidemment, ben, les différentes stratégies peuvent aussi coexister ensemble et être mélangées pour créer un plan d'intervention qui serait cohérent. Donc, ici, si on parle de prédation, ben, on peut parler au départ de qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces comportements-là soient facilités lorsque, par exemple, un stimulus arrive. OK? Un stimulus qui serait lié à une séquence de prédation. Donc, si on a un chien qui a, par exemple, et c'est pas un conseil, mais couru pendant 12 heures, mais c'est sûr que peu importe quel stimulus il va percevoir dans l'environnement qui est lié à, par exemple, une proie, ben ça se peut qu'il soit beaucoup moins réactif en quelque sorte, ok? Parce que la motivation est moins présente. Tandis que dans un cas contraire, on aurait un chien qui ne bouge pas beaucoup, qui, lorsqu'il va à l'extérieur, a un état d'éveil qui est généralement élevé, en train d'être en hypervigilance. Mais par la suite, c'est sûr que dès qu'il se produit un petit truc,
ça va être plus un rodéo à gérer. Donc à ce moment-là, ben, on pourrait s'imaginer qu'on se promène sur la rue avec par exemple, notre berger australien qui a pas bougé depuis 3 jours parce que on était malade et qui est hyper vigilant parce qu'on le promène en ville. Et là, il entend un bruit de fuite dans les feuilles. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est s'arrêter et observer. Et la simple stimulation visuelle pourrait suffire, même sans avoir nécessairement de rapprochement, pourrait suffire à maintenir la séquence. Donc, il y a beaucoup de chiens, pardon, qui aiment simplement s'arrêter et observer, mais ça veut pas dire qu'ils ne pourraient pas aller plus loin. Parce que souvent, on me demande, OK, mais mon chien n'a jamais eu l'occasion de poursuivre, mais il continue quand même. Mais ça veut dire qu'il y a autre chose dans la séquence qui maintient le comportement. Donc, à ce moment-là, la simple stimulation visuelle peut être la conséquence qui vient maintenir le reste. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme effet sur le comportement? Ben, à ce moment-là, c'est peut-être que le chien, ben, se mettrait à observer de plus en plus dans l'environnement, à être même à la recherche de possibles écureuils dans les arbres. Donc ça serait tout à fait possible. Donc, d'un autre côté, on va avoir l'agression qui a comme fonction le fait d'éloigner. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme comportement apparent chez l'individu, et ça va être différent de la prédation. C'est le fait de retrousser les babines, de montrer les dents, de grogner, d'aboyer, de claquer les dents, de charger, de mordre. Donc, tous ces comportements-là sont des comportements qui sont liés à l'étiquette d'agression. Donc, ce sont des comportements sociaux qui ont pour but de créer de la distance. Donc, à ce moment-là, ben, si on a un chien qui fait de la prédation, ben, il va pas faire tous ces signaux-là parce que qu'est-ce qu'il veut, c'est se rapprocher, c'est pas créer de l'éloignement. De façon générale, les cibles vont être les membres de la même espèce. C'est un comportement qui est hautement social. Ça peut être aussi les espèces amies, mais ça pourrait aussi se retrouver quand, par exemple, je sais pas moi, on a deux animaux prédateurs qui se rencontrent sur un même territoire. Ça pourrait aussi arriver. Mais de façon générale, c'est envers nous, les humains, et envers les autres chiens ou, par exemple, le chat de la maison. Donc ici, le contexte est plutôt ce qu'on appelle réactionnel, c'est-à-dire que c'est en réaction à ce qui se produit dans l'environnement au moment T. Donc le chien ne va pas chercher à agresser pour son propre plaisir de façon générale. Et les contextes dans lesquels ça risque de se produire, qui sont les plus fréquents, sont par exemple la protection de ressources. Donc, si un chien protège un jouet, de la nourriture, un lieu en particulier, plus rarement un humain. Ce qu'on voit très souvent, c'est un chien qui a peur des étrangers. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut? C'est créer de la distance par rapport aux étrangers. On peut aussi venir voir ces comportements-là apparaître dans un contexte de manipulation, lorsque le chien aime pas la contrainte qui est liée et qui est normale et naturelle, c'est-à-dire que il y a plein de contextes dans lesquels on croit que c'est normal pour nos chiens d'être tolérants, alors qu'aucun animal sauvage ne le tolérerait. Et ça ici, ben, on peut aussi faire référence au fait de se faire toucher, caresser, couper les griffes. Donc, essayer de couper les griffes à un tigre sauvage et après ça, parlez-moi de votre chien qui a des problèmes de manipulation. Vous risquez de ne jamais pouvoir m'en parler parce que vous allez être mort. Euh, donc, d'ailleurs, il y a des rabais aujourd'hui sur les urnes funéraires si jamais vous voulez caresser des tigres. Et par la suite, un autre contexte qu'on pourrait retrouver, c'est par exemple le contexte d'irritation, en quelque sorte, quand on a un chien qui, en fait, dans lesquelles il y a des situations qui sont irritantes pour lui, par exemple trop de rapprochement, et à ce moment-là, ben, il pourrait en venir à émettre toutes sortes de comportements qui seraient classifiés dans la catégorie agression. Donc, de façon générale, l'état d'éveil va être élevé et à valence négative. Mais il pourrait aussi être plutôt bas. Donc, on peut s'imaginer un chien qui est en train de dormir et qu'on vient le réveiller, qui fait juste retrousser la babine. Donc, et qui se rendort tout de suite après. Son état d'éveil a sûrement pas sûrement pas grimpé jusque dans les rideaux.
Donc, que tous les comportements d'agression sont normaux et ils sont naturels. Ça fait pas en sorte qu'on ne peut pas les résoudre, mais je pense que d'accepter que ça fait partie de nos chiens, c'est déjà une bonne part, non pas de la résolution, mais de la compréhension. Et souvent, ben, je trouve que on met beaucoup de poids sur nos chiens et on espère beaucoup d'eux, alors que tout ce qu'ils sont en train de produire, ce sont des comportements qui sont naturels, auxquels on devait 100% s'attendre, et maintenant, on pense que c'est un problème. Un autre comportement du genre dont on pourrait parler, ça serait le fait d'aboyer. OK? Les moyens qui sont habituellement utilisés pour résoudre l'agression sont la désensibilisation et le contre-conditionnement ensemble. Ça pourrait être un ou l'autre séparé, mais de façon générale, on va avoir le combo ensemble. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi apparaître serait le fait d'utiliser le renforcement différentiel d'un comportement qui est incompatible. OK? Donc, à ce moment-là, ça pourrait être dans une situation où tu te sens menacé. Est-ce que tu peux, par exemple, prendre de la distance pour avoir une récompense? OK? Donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir une stratégie qui est fonctionnelle pour l'individu et qui, en même temps, permet pour l'humain de venir, en quelque sorte, résoudre la problématique. Parce que pour le chien en tant que tel, si il grogne et que la personne s'en va, la problématique est gérée. Donc, par la suite, on va aussi pouvoir peut-être mettre en place des stratégies qui vont être axées sur le contrôle, le choix, la prédictibilité. Ça a beaucoup été utilisé, par exemple, dans tout ce qui a rapport au cas d'agression, dans des contextes de manipulation, qu'on appelle aujourd'hui les soins coopératifs, dans lesquels on va venir intégrer ces notions-là. C'est-à-dire que on va demander au chien, est-ce que tu as envie de commencer la séance? Si jamais tu veux quitter, tu peux et ça va aussi être payant pour toi. Et comment on va te manipuler? Ben, tu peux le prédire. Donc, on va pas venir te t'arracher une oreille tout d'un coup. Donc, c'est pas comme ça que la procédure va se passer. Tu peux en quelque sorte prédire qu'est-ce qui va se produire par la suite. Et on pourrait aussi avoir la médication qui pourrait venir aider dans certains cas, bien que ce ne soit pas ma tasse de thé. Je pense qu'il y a quand même des cas dans lesquels ça peut réellement aider. Euh, ok, on va pouvoir passer aux prochaines diapos. Donc, par exemple, dans un certain cas d'agression, on pourrait avoir un chien qui a mal aux pattes et ce chien-là, ben, s'en va en consultation vétérinaire. C'est pas pour rien, c'est une espèce de petit chihuahua en bas à droite. Euh, c'est juste pour encore plus les stigmatiser, pourquoi pas. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme situation qui fait réagir le chien ou comme stimulus discriminatif? Ça serait que le vétérinaire vient toucher aux pattes du chien qui a mal aux pattes. Donc, à ce moment-là, le chien pourrait venir claquer des dents et grogner. Et à ce moment-là, ben, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est dans mon exemple, le vétérinaire arrête de toucher les pattes du chien. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se produit? Ben, c'est que le chien se dit, ah, OK, ben, c'est une bonne stratégie pour résoudre ma problématique. Donc, le comportement pourrait et devrait continuer. Même qu'est-ce qu'on pourrait voir, c'est que le chien pourrait en venir à claquer des dents dès que le vétérinaire approche sa main de ses pattes. Donc, non plus en touchant, mais à titre de prévisibilité, il viendrait agir en amont. Donc ici, ça nous permet un peu mieux de voir quelle serait la séquence, quels seraient les éléments sur lesquels on peut intervenir. Donc si par exemple on a un chien qui est agressif dans ce contexte-là, ben, on peut se dire ah mais probablement qu'en traitant la douleur aux pattes et je suis pas un génie ici, je n'invente rien. Ben à ce moment-là, ça risque de venir éliminer tout le reste de la séquence si la problématique était vraiment reliée à la douleur aux pattes. On pourrait aussi se dire, ah, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de toucher les pattes du chien directement, mais peut-être qu'on pourrait agir au niveau de désensibiliser et contre-conditionner le chien au fait de se faire manipuler, c'est-à-dire que progressivement et avec des récompenses, on lui apprend à aimer se faire toucher les pattes. À ce moment-là, on peut agir sur ces éléments-là
Et donc, c'est sûr qu'au niveau des conséquences, ben, dans les trucs que je conseillerais pas après ma barre, ça serait par exemple ben, le fait de maintenir la pression sur la patte jusqu'à temps que le chien arrête d'agresser. C'est pas qu'est-ce que je conseille, mais est-ce que ça peut faire en sorte que le comportement arrête? Oui. Euh, Par la suite, ben, on a la frustration, qui n'est pas un comportement, mais qui est une émotion et qui est une émotion qui est vaste dans son spectre et aussi dans les étiquettes qu'on lui appose. Donc, les comportements qui découlent de cette émotion-là visent à résoudre un conflit motivationnel. Quand on parle de conflit motivationnel, c'est que le chien veut quelque chose, mais est retenu d'une façon ou d'une autre et ne peut pas faire ce choix-là. Donc ici, ben, on aurait sur notre image un husky qui peut-être voudrait aller saluer un copain sur la rue. Et à ce moment-là, ben, il se met à mordiller la laisse parce qu'il sent qu'il est retenu. Donc ça pourrait être un comportement qui serait lié à la frustration. Donc à ce moment-là, ben, c'est vraiment parce que il y a un conflit qui est présent et un conflit au niveau de la motivation. Donc, les cibles de tous ces comportements-là peuvent hautement dépendre. Donc, je veux dire, un chien pourrait aboyer envers son humain parce qu'il veut de l'attention et il serait frustré. Donc, ça pourrait être aussi un chien qui veut sortir à l'extérieur de son enclos et qui en viendrait à creuser. Donc, c'est vraiment important dans ce cas-là de comprendre que la frustration est une émotion et pas un comportement observable, comme c'est le cas pour les autres étiquettes qu'on a regardé avant, qui était, par exemple, l'agression et la frustration. Donc, par la suite, ben, quand on parle d'état d'éveil et de valence émotionnelle, ça serait plutôt un état d'éveil qui serait élevé et à valence négative, mais pas toujours. OK? Donc, après, je vais en reparler. Donc, ça peut être plus complexe que ça. Donc, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est naturel? Oui. Donc, surtout les races qui ont un niveau de dopamine plus élevé de façon génétique vont frustrer plus rapidement, plus facilement et tous les comportements qui vont y être liés vont durer vraiment plus longtemps. Donc, quand on parle de races qui ont un plus haut niveau de dopamine, on pense par exemple aux chiens de travail, aux chiens de chasse, mais qui sont vraiment sélectionnés pour la chasse, aux chiens de terrier, mais qui sont vraiment sélectionnés pour leur travail. Donc, ce sont des animaux qui ont une persistance qui est monstre. OK? Donc, à ce moment-là, ils vont souvent avoir des comportements qui sont liés à la frustration, de façon, un, plus fréquente et de façon, deux, beaucoup plus intense. Donc, les moyens qu'on peut venir utiliser pour résoudre, entre guillemets, la frustration, qui n'est pas un comportement mais une émotion, ben, on peut répondre aux besoins en amont. Donc, si on revient à notre exemple du husky en laisse, ben, à ce moment-là, ben, peut-être que si on lui offre plus d'activités sociales, ben, que ça pourrait venir réduire ce comportement-là. OK? Si on a un chien qui aboie parce qu'il veut avoir de l'attention, ben, s'il peut obtenir plus d'attention en amont, ça va probablement venir réduire le fait de devoir en demander. Si un chien veut sortir hors de son enclos, mais probablement que lui donner plus d'enrichissement, de choses à faire ou de contacts sociaux au sein même de l'enclos ou dans un autre contexte va aider à réduire ce genre de comportement-là, mais pas toujours. Ça dépend toujours à quoi est due la frustration. Donc, qu'est-ce qu'on veut regarder vraiment quand on se dit, ah, OK, ben mon chien est frustré, il veut obtenir quelque chose dans l'environnement qu'il n'arrive pas à obtenir, donc ça génère toutes sortes de comportements qui sont pour moi déplaisants, mais on peut se dire à quel besoin ça répond et si on peut l'offrir en amont, ça risque absolument d'aider. Donc, on pourrait aussi utiliser ce qu'on appelle le renforcement différentiel d'un comportement alternatif. Donc, apprendre à notre chien un autre comportement pour obtenir la la même chose que qu'est-ce qu'il voulait au départ. Par exemple, j'ai un de mes chiens, c'est un exemple, je pense que je donne à chaque année dans ma conférence, qui, lorsqu'elle voulait manger, ben, elle commençait à aboyer. Et je pense que c'est normal. Mais par contre, ben, moi, je trouvais que c'était désagréable. Et ça aussi, je pense que c'est normal. D'ailleurs, quand on regarde et qu'on étudie un peu quels sont les plus grands aversifs pour les humains, les bruits forts sont parmi les aversifs les plus stressants pour un humain.
Donc, c'est sûrement pour ça que on a autant de difficultés émotionnelles avec les problématiques qui sont liées à la réactivité et aux aboiements. Donc maintenant, mis à part cela, donc qu'est-ce que j'ai fait avec mon chien, c'est que je lui ai appris à la place à faire la belle si elle voulait que je lui donne de la nourriture. Donc ça veut pas dire que je vais lui en donner chaque fois, mais par contre, dans ce cas-là, ben souvent, ben ça me permet de OK, ben je vais te donner une petite activité pour à mastiquer ou pour t'occuper qui répond à ton besoin. Donc comme ça, elle n'a pas besoin de m'aboyer après. Elle peut produire un autre comportement à la place. Donc, la raison pour laquelle j'ai pas choisi le fait de s'asseoir, c'est parce que si un de mes chiens s'assoit à côté de moi, ça peut être pour plein de raisons et je vais sûrement même pas le remarquer. Ok, je sais pas pour vous, mais moi, peu importe où je me déplace chez moi, mes chiens, ils me suivent et ils s'assoient et ils me regardent. Donc, à ce moment-là, ça me permet peut-être un peu moins de comprendre qu'est-ce que veut dire le comportement. Donc ici, ben, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le fait de faire la belle. Et si jamais ça suffit pas, si je le remarque pas, ben, bien évidemment, ben, elle me donne un coup de patte en faisant la belle. Et pour moi, c'est tout à fait plus acceptable que de me faire gueuler après pour manger. Donc, dans les autres moyens qu'on peut venir utiliser en quelque sorte, ça serait d'apprendre à rester calme. Donc ici, il s'agit d'un concept complexe. Ça pourrait être, entre autres, d'apprendre au chien à regarder ce qu'il désire, rester calme et venir le récompenser. Donc des choses un peu dans ce genre-là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas une formation complète sur plusieurs semaines qui permettrait de plus élaborer. Le but, c'est vraiment plus de comprendre. Le fait d'apprendre à redevenir, pardon, calme suite à un moment d'excitation risque définitivement d'être une bonne stratégie. Un des jeux qu'on utilise beaucoup à titre d'entraîneur pour apprendre ce concept-là au départ aux chiens est un jeu qui s'appelle Go Wild and Freeze, ou bien en français, Deviens fou et fige. Donc, apprendre à devenir excité et par la suite à redescendre en termes d'excitation. Qu'est-ce que j'apprends aussi à mes chiens personnellement, c'est de leur apprendre à rester en quelque sorte la tête claire dans un état d'éveil élevé. Parce que vu que j'entraîne mes chiens un peu plus pour de l'obéissance de compétition, pour une certaine forme de mordant, ben à ce moment-là, je veux qu'ils soient en mesure de réfléchir, même si ils sont dans un contexte qui est plus difficile émotionnellement, parce qu'ils voudraient avoir quelque chose mais peuvent pas l'avoir maintenant, et qu'ils sont aussi dans un niveau d'éveil plus élevé. Comme je disais tantôt, la question de la frustration, ben, c'est dans un certain spectre, parce que dans les faits, si on y pense et si on l'observe selon une autre perspective, ben, tout enrichissement est en quelque sorte frustrant à un certain niveau. Autrement, ça serait pas de l'enrichissement parce que ça serait trop facile. Dès qu'il y a un challenge, dès qu'il y a un défi, ben, on parle de frustration. Mais par contre, il peut y avoir une espèce de panel de sentiments et de façons possibles de l'aborder. Donc, je vais passer juste à l'autre diapo et après ça, je vais revenir à la précédente. Au niveau des différentes facettes de la frustration, ben, on peut avoir la question de on est curieux, il y a un challenge. Ben ça, de façon générale, ça va être perçu de façon positive par un individu. OK? À ce moment-là, ben on serait plus, oui, dans une valence positive et à un niveau d'éveil élevé. Mais on pourrait aussi avoir de l'impatience, du découragement, de l'agacement ou à un autre niveau de la colère et tout ça, mais ça fait partie de l'étiquette que on vient appeler frustration. Donc de dire toute frustration est définitivement délétère pour un individu, je serais pas d'accord, à moins qu'on utilise d'autres vocabulaires pour nommer d'autres facettes des émotions de nos chiens lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir tout de suite qu'est-ce qu'ils veulent. Un exemple que je vois très souvent ici qui s'applique énormément aux chiots. Donc, on pourrait avoir un chiot qui serait fatigué parce que on vient juste de l'avoir, il est dans un nouvel environnement, il est très stimulé. Et lorsque on est en laisse, ben, il y a un contact, une pression prolongée avec le collier pour une raison ou une autre. Donc, parce qu'il veut aller voir quelque chose, parce qu'il veut plus avancer ou parce qu'il tire. Et à ce moment-là, ben, ça pourrait générer l'émotion de frustration qui, par la suite, parce que les émotions servent aux individus à, par la suite, agir sur leur environnement,
qui pourrait se manifester sous la forme du comportement suivant, donc le fait de mordre sa laisse. Et par la suite, ben, si l'humain arrête de marcher, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer au fur et à mesure? Ben, c'est que le chien comprenne que, ah, OK, bon, ben, si je suis fatiguée, que je suis frustrée euh, par cette situation-là et que je mords ma laisse, ben, ça fait en sorte que l'humain s'arrête. Donc, finalement, que ça correspond un peu à ce que je voulais au départ, c'est-à-dire que le chien était fatigué, il voulait arrêter et il obtient qu'est-ce qu'il veut. Donc, comme je disais un peu plus tôt, la question de la frustration, c'est absolument vaste et même vague. Donc, à ce moment-là, il faut juste se dire que c'est une émotion qui peut se décliner sous un panel de formes de comportements différents. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est vraiment l'espèce de cause en amont et souvent, mais c'est vraiment ça qui va aider et de comprendre aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la place. Du genre peut-être, ah ben, on va marcher un peu moins longtemps avec notre petit chiot pour les prochaines promenades. Donc, encore une fois, pour moi, cette modélisation-là est absolument importante parce qu'elle nous permet de mieux comprendre où est-ce que notre chien se situe, ainsi que le niveau de difficulté. Donc, dites-vous encore que plus le niveau d'éveil va être élevé, plus de façon générale, ça va être difficile de régler la problématique dans la situation en tant que telle. Il va falloir venir soit jouer avec la distance, la durée, le type de déclencheur pour être en mesure d'entraîner notre chien plus progressivement. Mais il y a aussi les exemples de cas qui vont être peut-être un petit peu plus atypiques. Comme je disais plus tôt, ben, ça veut pas dire qu'un chien qui, par exemple, fait de la prédation, ne peut pas aussi être agressif. Donc, d'un certain côté, on peut avoir ce qu'on appelle la prey drift, c'est la dérive prédatrice. Ça peut se produire lorsque on a des chiens qui jouent ensemble. Souvent, soit plusieurs chiens qui coursent un même chien ou un chien plus grand qui course un chien plus petit. Et au départ, il s'agissait réellement de jeux et de comportements qui étaient liés au jeu. Mais finalement, étant donné que le chien poursuivi a des comportements qui sont liés à une proie, soit parce qu'il commence à avoir peur, soit parce qu'il court, soit parce que il s'est mis à crier, parce qu'on lui a pilé sur une patte, ben à ce moment-là, les comportements de jeu pourraient être en quelque sorte redirigés vers des comportements de prédation parce que tout d'un coup, ce chien-là agit comme une proie. Donc souvent, ça peut mener malheureusement à des accidents qui sont assez terribles. Par la suite, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, on peut aussi avoir des comportements de prédation qui peuvent mener à une agression. C'est-à-dire quand au départ, ben je sais pas moi, on a un chien qui court après le chat de la maison et finalement, ben ça finit en conflit. Donc ça finit réellement en agression en quelque sorte. Aussi de ce que j'ai remarqué dans ma pratique, dans mes cours, plus le chien va avoir une espèce de frustration comme état de base au niveau émotionnel, plus le niveau d'éveil va être élevé de façon générale et ça va vraiment venir créer une espèce de cycle où il y a plus de chances que le chien soit se mette à avoir des comportements prédateurs ou qui passe vers des comportements d'agression. Donc, plus ils vont être calmes, posés, moins ça risque de se produire. Ça veut pas dire que nos chiens ne devraient jamais avoir d'état d'éveil, de niveau d'éveil élevé. C'est juste une remarque, comme quoi, ben, si on aide nos chiens à rester, par exemple, plus calmes émotionnellement durant les promenades, ça risque vraiment d'aider au reste de la procédure. Et comme je disais un petit peu plus tôt, ben, on peut avoir des comportements de prédation qui mènent à de la frustration et qui mènent par la suite à des comportements qu'on lie à l'étiquette de la réactivité, c'est-à-dire le fait de aboyer, charger et tout et tout. Donc à ce moment-là, ben, la question est pas si simple que ça. Mais je pense que les distinctions fondamentales sont quand même relativement faciles à faire une fois qu'on étudie un peu la question et qu'on regarde le langage canin. Surtout quand, par exemple, on comprend que ben, un chien qui est en mode prédation va avoir des comportements apparents qui vont vraiment être différents d'un chien qui est en mode agression. Par exemple, un chien qui fait de la prédation, généralement, ne va pas grogner.
OK? Parce qu'il ne veut pas prévenir sa proie, il ne veut pas l'éloigner, il ne veut pas lui donner une menace. Qu'est-ce qu'il veut, c'est s'en rapprocher et peut-être l'attraper. Donc, ici, on pourrait par exemple avoir une étude de cas où on viendrait utiliser la technique ABC, c'est-à-dire antécédents, comportements et conséquences pour venir analyser la situation. Donc, on pourrait avoir un chien qui est dans sa cage avec la porte ouverte. Il n'a pas mangé tout son bol de nourriture et le chat de la maison s'approche de la cage. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, c'est peut-être que le chien en viendrait à mordre, mais qu'est-ce qu'on pourrait aussi regarder, c'est le langage corporel du chien. Donc, quels sont ses comportements apparents? Est-ce qu'il donne des comportements de menace ou non? Et s'il en donne, quels sont-ils? Et on peut aussi regarder, ben, si les comportements sont, en fait, quels comportements sont présents avant la morsure? Donc, est-ce que le chien a essayé de charger? Est-ce qu'il a essayé de, par exemple, protéger la nourriture en se mettant par-dessus? Bref, ça nous permettrait de mieux comprendre un peu la situation. Et si on voit que ben, le chat a tendance à se retirer dans cette situation-là, parce que peut-être que le chat glouton voulait aller chercher quelques croquettes dans le bol du chien, ben, c'est un comportement qui est fonctionnel pour le chien parce que ça lui permet de faire en sorte que l'adversaire, celui qui voulait lui voler sa nourriture, s'en va. Donc ici, dans ce cas-là, ce qu'on aurait probablement regardé en premier temps à titre de professionnel du domaine canin, c'est euh, d'observer que ah ben le chien a mordu et c'est une morsure qui est sans lésion. Donc un snap, comme on dit. Mais d'un autre côté, on pourrait aussi avoir la même situation, donc une morsure qui serait simple, sans lésion, mais par contre, la situation pourrait être totalement différente. Donc ici, ben, on ne veut pas se baser uniquement sur qu'est-ce qui s'est produit au moment T, mais on veut aussi regarder le contexte qui a mené au comportement et les conséquences qui s'en sont suivies et si les comportements ont été maintenus par la suite. Donc, on pourrait avoir une autre figure de cas qui, pour moi, est assez classique. Donc, on a le chat de la maison qui, cette fois-ci, n'est pas en train d'aller entrer dans une cage, mais qui descend d'un meuble. Et ça aurait pu mener à une morsure simple, sans lésion. Et le chat vient se retirer. OK? Mais en se retirant, le chat crée aussi du mouvement. Je dis ça, je dis rien. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, c'est ou demander comme question ou observer à titre d'éducateur canin, mais c'est quoi le langage corporel du chien lorsque la situation se produit? Donc, par exemple, ben, est-ce que le chien tout le temps est en train d'attendre que le chat, pardon, descende du meuble en le fixant sans bouger, et par la suite, ben, il s'est mis à le poursuivre et finalement, il l'a mordu. Donc, à ce moment-là, ça peut nous donner plus de signes s'il s'agit de prédation ou d'agression. Euh, donc, par la suite, ben, le fait que le chat se retire pourrait être perçu dans certaines circonstances comme ah, la menace a été enlevée, mais ça peut aussi être une forme de renforcement si le fait de se retirer crée beaucoup de mouvements et que le chien peut se mettre à courser le chat. Donc, à ce moment-là, ben, ça pourrait être une forme de renforcement pour lui. Donc, qu'est-ce qui est important lorsqu'on vient analyser un cas sur une situation qui s'est produite, c'est de venir observer qu'est-ce qui se produit avant la situation, qu'est-ce qui se produit après, et de venir aussi, en quelque sorte, décrire objectivement quels étaient les comportements qui ont été produits exactement. Parce que toutes les morsures ne se valent pas, elles ne sont pas toutes causées pour la même raison. Comme par exemple, on ne pleure pas pour les mêmes raisons à titre humain et on ne rit pas non plus pour les mêmes raisons. Donc, on peut rire jaune et on peut pleurer de joie. Donc, ici, encore une fois, ben, j'ai un petit document. Je vais vous mettre le tout dans le chat box juste après. Donc, vous allez pouvoir le copier, le coller dans un autre document. Et par la suite, mais ce que j'aimerais, c'est que vous trouviez un exemple récent à évaluer. Donc, ça peut être soit un comportement de votre chien,
Ça peut être aussi un comportement que vous avez observé ou vécu chez le chien d'un client. Ça peut être aussi une situation à laquelle vous pensez. Donc, le but, c'est vraiment de trouver c'est quoi les variables qui activent le comportement, donc tout ce qui se passe avant, et les variables qui viennent maintenir le comportement en tant que tel. Donc, par la suite, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire tout ce travail-là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait être chouette, c'est de venir établir des stratégies pour agir sur qu'est-ce qui mène à la situation et qu'est-ce qui est renforçant pour l'individu dans ce cas-là. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire au départ, c'est de venir décrire le comportement du chien de façon objective. Par la suite, de voir c'est quoi les conditions. Des fois, il y en a plusieurs qui prédisposent l'individu à agir de la sorte. Et par la suite, ben, qu'est-ce qui se passe après le comportement? OK? Parce que ce sont les deux éléments sur lesquels on a le contrôle. Dans les faits, on n'a pas vraiment le contrôle sur le comportement du chien au moment T, mais on a du contrôle sur l'environnement et qu'est-ce qui se produit autour. Euh, donc, vous allez pouvoir ouvrir le petit document. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu comme on a fait hier, c'est-à-dire que je vais vous mettre en équipe. Je vais vous laisser comme juste une dizaine de minutes. Ça se peut que vous soyez mélangés client, éducateur canin. Donc, le but, c'est juste un petit peu de discuter sur qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, mais surtout sur une situation en particulier. Donc, ça, vous pouvez choisir des situations qui sont différentes. Soit, ce que vous pouvez faire aussi, ben, c'est venir donc choisir une même situation et venir l'analyser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je vais vous mettre en équipe pendant une dizaine de minutes. Malheureusement, ça risque d'être un peu court, mais ça risque quand même de venir générer quelques idées. Et par la suite, je vais faire une petite session de réponse aux questions. Vous avez été en mesure de discuter un peu des cas que vous aviez et comment on pouvait mieux comprendre qu'est-ce qui mène à des comportements et qu'est-ce qui les maintiennent, parce que c'est vraiment la base, si on est éducateur canin, pour comprendre comment les modifier par la suite. Donc, personnellement, j'ai une approche qui est énormément basée sur l'analyse appliquée du comportement, sur le behaviorisme. Puis ça fait en sorte que peut-être que ça peut mieux répondre à une question euh, de Caroline, je crois, qui mentionnait que elle a une chienne qui a tendance à être beaucoup énervée et que certains lui ont mentionné que ça serait peut-être de la dominance. Personnellement, vu que je me base sur un cadre qui est axé sur l'observation des comportements, de qu'est-ce qui les génère, de qu'est-ce qui les maintient, ça fait en sorte que c'est peut-être pas un mot que je vais utiliser. Je pense que c'est un mot qui est, ou un terme qui est utilisé plus au niveau éthologique et qui a sa place. Mais dans les faits, si on veut réellement régler un problème, et ici, que quelqu'un me corrige, mais si on veut réellement régler un problème, le fait que notre chien soit dominant, méchant ou gentil, c'est pas ça qui nous permet de savoir un peu comment venir régler la situation. Par contre, de comprendre qu'est-ce qui génère les comportements à prime abord et qu'est-ce qui les maintient, mais ça nous permet vraiment plus de comprendre pourquoi notre chien réagit comme ça et ça nous permet aussi de voir un peu tous les éléments sur lesquels on peut jouer. Donc pour moi, ben, c'est pour ça que ça m'apparaît être une conception des choses qui est peut-être mieux au niveau de quand on veut changer les comportements, de quand on veut les entraîner. Euh, on avait une question qui était vraiment intéressante de Louise qui mentionnait un cas de un pitbull frustré qui aurait tiré sur sa laisse et qui finalement ben, aurait tué une fillette. Ok, donc désolée pour pas les détails graphiques, mais pour l'histoire, mais pour répondre à la question, parce que Louise se demandait, ben ici, est-ce qu'il s'agit d'agression, est-ce qu'il s'agit de prédation? Ben, c'est vraiment difficile de le savoir sans analyse plus poussée de l'individu en question. Et aussi, ben, il faut prendre en considération qu'il y a plein d'accidents qui peuvent se produire sans que ça soit dû à la bouche d'un chien. Donc récemment, ben, j'avais publié une publication qui mentionnait ben, que c'est pas parce qu'on a un chien qui est mordeur que le chien est dangereux, mais c'est pas non plus parce que le chien n'est pas mordeur qu'il n'est pas dangereux. Donc ici, ben, la fillette pourrait aussi, malheureusement, avoir subi ces conséquences malheureuses-là à cause ben, d'un simple choc au niveau de la tête, OK? Donc souvent, on considère pas qu'un chien peut être dangereux s'il saute
au niveau du visage et que c'est une grande race de chien. Ça peut être très dangereux. Mes dents en témoignent aujourd'hui. Les seules dents cassées que j'ai, c'est à cause de chiens qui m'ont sauté de joie au visage. J'aurais peut-être préféré être mordue ailleurs. Donc, par la suite, on avait une question, je pense, qui a été, entre autres, un peu répondue dans les commentaires, mais je vais juste revenir un peu là-dessus, qui était la suivante. Donc, c'est quoi la différence entre contre-conditionnement et renforcement différentiel d'un comportement alternatif? Donc, quand on parle de contre-conditionnement, ben, tout ce sur quoi on vient jouer, c'est vraiment sur l'association entre, par exemple, le fait que je touche la patte du chien et le fait que on vient changer l'association initiale. C'est-à-dire que ici, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est genre venir donner de la nourriture ou un jouet, parce que maintenant, je le fais aussi beaucoup, beaucoup avec le jeu. Mais bref. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est juste venir changer l'association initiale en changeant le facteur émotionnel. Ben, à ce moment-là, de nouveaux comportements émergent. C'est-à-dire que les comportements changent parce que les émotions ne sont plus les mêmes. Si le chien est plus, se sent plus menacé, ben, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'entrer en agression, techniquement. Donc, ici, ça serait un peu qu'est-ce qui explique, rapido presto, ce que pourrait être le contre-conditionnement. Et d'un autre côté, ben, lorsqu'on parle du renforcement différentiel d'un comportement alternatif, ben, ici, on parle vraiment d'une stratégie active qu'on va apprendre à l'individu, donc d'un comportement qui est volontaire. On va pas venir juste agir sur l'aspect émotionnel, même si j'émettrais certaines nuances sur qu'est-ce que je viens de dire, mais qu'est-ce qu'on va surtout faire, c'est venir apprendre à l'individu un nouveau comportement qui va pouvoir répondre à la même fonction. C'est pour ça qu'on l'appelle alternatif. Et à ce moment-là, il s'agit ici de comportements qui sont volontaires et produits par l'individu. Avec une stratégie comme ça, on pourrait quand même avoir un changement au niveau émotionnel, mais on agit après ma barre au niveau de comme notre propre conscience qu'on travaille. On travaille plus sur un comportement qui est qu'on dit opérant, c'est-à-dire que le chien volontairement produit le comportement. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à un chien qui, je sais pas moi, veut courir après les écureuils? On pourrait lui apprendre que quand il voit un écureuil, il peut revenir vers moi pour jouer à tugger, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais moi-même avec mes chiens. Donc, à ce moment-là, ben, eux-mêmes se retournent vers moi et quand je leur dis go, ben là, on tug avec la laisse ou l'espèce de laisse extensible de canicross. Donc, à ce moment-là, ici, c'est plus une stratégie qui vise à établir des nouveaux schémas comportementaux, tandis que l'autre stratégie est plus axée sur changer un conditionnement qui est existant et changer une émotion. Et bien souvent, en changeant une émotion, ben, des nouveaux comportements vont apparaître. Euh, on avait aussi une question qui était comment apprendre une nouvelle stratégie. Donc, si on a un chien qui est frustré, donc on demandait spécifiquement, mais comment tu fais pour apprendre à ton chien à faire la belle à la place d'aboyer? Mais premièrement, j'ai pratiqué ce comportement-là. Je l'ai appris à part. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? C'est, par exemple, ben, je lui demandais de faire la belle et j'étais proche du comptoir de la cuisine et je lui donnais par la suite, ben, par exemple, une activité masticatoire. Et par la suite, ben, si elle se mettait à aboyer pour avoir quelque chose, ben, je lui demandais de faire la belle et quand elle faisait la belle, ben, à ce moment-là, je lui donnais donc une activité masticatoire. Donc, au final, ben, qu'est-ce qui se produit souvent dans les chaînes de comportement, mais pas toujours, c'est que les chiens vont chercher à aller au plus rapide. Donc, à ce moment-là, ben, dans son cas, ce que ça a créé, c'est qu'elle a arrêté d'aboyer parce que pourquoi aboyer si je peux juste produire un comportement qui me demande moins d'énergie? Mais chez des chiens qui aiment aboyer pour aboyer, on pourrait venir empirer le problème. Donc, voilà. Euh, donc, pourquoi c'est important, surtout à titre d'éducateur canin, de connaître la distinction non seulement théorique, mais aussi en pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place comme plan d'intervention entre ces différents mécanismes. Ben, ça peut éviter de faire perdre du temps ou de l'argent à nos clients. Ça me permet d'avoir des interventions qui sont vraiment plus personnalisées et aussi qui sont pas basées sur des recettes toutes faites, du genre, ah, ben, si un chien fait de la protection de ressources, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, d'après moi, de plus avoir une approche qui est basée sur l'analyse du comportement appliqué permet de personnaliser l'intervention pour l'individu.
Donc, ça permet aussi d'éviter bien des échecs d'intervention et ça permet aussi une meilleure compréhension des causes sous-jacentes des comportements, de favoriser la sécurité et aussi le bien-être animal pour différentes raisons. Donc, ici, ça va être le petit instant pub et après, on recommence à répondre à vos questions. Entre-temps, bouchez-vous les yeux, le nez et aussi les oreilles, c'est le plus important. Donc, ici, ben, on a nos cours d'aujourd'hui qui sont valides avec la roue de la fortune. Donc, ici, on a le webinaire qui est déjà appris assez modeste sur des jeux d'agression, guide d'évaluation et d'intervention. Donc, c'est vraiment une petite mise en bouche concernant qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter l'agression. On a par la suite le séminaire La puissance des antécédents, qui est une formation qui est axée sur à quel point c'est important de comprendre tout ce qui arrive avant un comportement et à quel point on peut s'en servir comme stratégie d'intervention. Par la suite, on a la formation intensive sur la réactivité et l'agression pour les professionnels. Et finalement, ben, on a aussi une formation que je donnais il y a 1 an et demi peut-être dans le cadre du colloque francophone qui s'appelait Vert, jaune, rouge, des stratégies pour une réhabilitation comportementale optimale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on veut travailler un chien plus en zone verte et qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on peut travailler un chien en zone jaune et qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce qu'on peut le travailler quand il est en espèce de crise et à quoi ça peut ressembler? Okay? Parce que malheureusement ou heureusement, le monde de l'entraînement canin est complexe. Donc, on a aussi nos deux programmes de formation dont les inscriptions sont actuellement ouvertes. On en a un qui est basé sur l'analyse appliquée du comportement de façon plus poussée sur le coaching client et un autre qui est basé uniquement sur l'entraînement et les cours collectifs. Finalement, on a la formation L'école du chiot pour les pros qui va être donnée le 7 et 8 février en Mauricie, à Shawinigan. Et on a la formation pratique sur le jeu qui va être donnée le 21 et 22 mars en Belgique. Donc à ce moment-là, dans tous les cas, vous avez juste à nous écrire un courriel si vous êtes intéressé et à ce moment-là, on va vous envoyer les informations appropriées. Donc pour les questions. Euh, Donc, il y avait une discussion intéressante dans les commentaires qui disait, ah ben ça, ce sont des étiquettes. Puis après ça, ben je vois que la discussion se poursuit sur, ah ben RDA et contre-conditionnement, ce sont aussi des étiquettes, donc on s'en sortira jamais parce que, à titre d'humain, ce qu'on semble avoir besoin, c'est de mots, donc d'étiquettes, pour être en mesure de comprendre le monde. Ok? Donc, on va jamais s'en sortir et on reste toujours un peu là-dedans. Euh, Donc, on a une question de Michel qui mentionne qu'elle a un berger australien qui est très réactif aux humains et aux chiens, qui a déjà été suivi par 2 éducateurs canins et qui, jusqu'à maintenant, ne voit pas de progrès. La seule option proposée est de le faire asseoir et de le récompenser. Donc, est-ce que vous avez une autre suggestion? Je peux en avoir beaucoup des suggestions. C'est sûr que j'ai pas vu le cas, mais je vais y aller selon ce que je m'imagine et selon ce que je pense qui, statistiquement, risque d'aider. Premièrement, de s'assurer de bien dépenser son chien physiquement dans un contexte qui est pas trop difficile pour lui. C'est-à-dire que des fois, on se dit, ah ben, je dépense mon chien, donc je vais le promener en ville, mais finalement, c'est le contexte dans lequel c'est hyper difficile pour lui de s'y promener. Il ne fait que réagir encore et encore. Donc, à ce moment-là, ben souvent, des stratégies qui vont être plus axées sur, par exemple, des promenades en longe ou en liberté et travailler à part la question de la réactivité pourrait aider. Par la suite, ben, il y a toute la question de contrôler la distance et la durée des interactions. Donc, il y a une conférence que j'ai donnée il y a quelques jours sur la réactivité et qu'est-ce que je conseillais comme conseil après ma barre, c'est de rappeler son chien, changer de direction et lui donner des récompenses plus loin dès qu'il se met à fixer un autre chien ou à fixer un humain. Donc, le but, c'est vraiment juste de créer une première stratégie qui permet de sortir le chien soit de la réaction ou soit de pas l'amener en réaction et de lui apprendre un nouveau comportement. Le nouveau comportement étant, ben, si tu vois un chien ou un humain, tu dois revenir vers moi. Évidemment, par la suite, il y a d'autres choses qui doivent être mises en place. Et
des petits exemples que je peux donner, c'est de commencer à travailler sur le fait d'être patient lorsque l'humain ou l'autre chien est présent. Travailler sur le fait d'être en mesure de, par exemple, s'approcher en restant calme, être en mesure de marcher, de regarder les déclencheurs et de continuer à être promené. Bref, il y a plein d'autres petites stratégies qu'on peut mettre en place, mais souvent, je vais pas conseiller de faire asseoir le chien. Je pense qu'il y a des cas dans lesquels ça peut être une bonne chose, mais dans la majorité des cas, qu'est-ce qui va être mieux? Ça va être de donner de l'espace au chien, de venir augmenter la distance. Ça risque d'être moins frustrant pour lui à gérer si c'est la frustration et aussi si c'est une question de peur, ben, ça va lui permettre d'obtenir la distance qu'il veut. Donc, Benoît qui mentionne, à mes yeux, le problème est de le faire asseoir parce que ça vient prolonger l'interaction. Et ça, mais je suis d'accord aussi avec cette façon-là d'expliquer les choses. Donc, il y a Arnaud qui mentionne, vous aimez bien les écureuils par chez vous. Ben, c'est un peu comme les kangourous pour les Australiens. Donc, ça fait partie de notre quotidien, heureusement ou malheureusement. Euh, donc, désolé, j'ai le commentaire. Donc, j'ai aussi un malinois qui a une vision extrême et est capable de voir un ballon statique dans les bras de quelqu'un. Et dans ce cas-là, il déclenche et il part en fusée. Je suis en drapeau au bout de la laisse. La solution des maîtres, arrêter de jouer au ballon. Ben, en fait, arrêter de jouer au ballon peut empêcher le chien d'aller saisir le ballon dans les mains euh, des propriétaires ou des humains qui ont le chien. Mais par contre, si quelqu'un d'autre joue au ballon plus loin, ça va rien changer. OK? Donc, en effet, si c'était l'autre figure de cas, ça pourrait bien aider, mais autrement, euh, ça risque d'être plus difficile. Donc à ce moment-là, ben sûrement que qu'est-ce que j'aurais en tête un petit peu plus comme stratégie, mais ça serait premièrement d'apprendre au chien que si il voit quelque chose qui est intéressant, une distraction, quelque chose qui lui donnerait envie d'aller au bout de sa laisse, et évidemment pas dans une condition où il y a des enfants qui jouent avec des ballons dans une cour d'école, ben à ce moment-là, de lui apprendre à revenir vers moi. Donc, j'irai peut-être au départ avec des récompenses au sol, après avec une balle, après avec une balle qui bouge, après ça avec un ballon. Et après ça, ben, je viendrai généraliser dans différentes circonstances. Donc, j'aurais peut-être aussi tendance, d'un autre côté, pour venir renforcer le rappel, à utiliser le jeu avec le chien, étant donné que c'est un malinois et qu'il semble déjà aimer ça. Il va être d'autant plus motivé à produire le comportement si ça répond à la même fonction. C'est-à-dire que si on vient le récompenser avec de la nourriture versus ce qu'il désirait était un ballon qui est très renforçant pour lui, ça risque d'être très différent. Il y a Jacinthe qui demande, est-ce que la frustration qui est due à l'adolescence finit par s'estomper peu à peu avec le temps? Oui, en partie. Ça dépend de quel type de comportement, mais ça peut aussi être maintenu toute la vie du chien. Donc, il y a des chiens qui, définitivement, ben, dès qu'ils vont avoir atteint une certaine maturité, ben, qui vont arrêter certains comportements et d'autres non. C'est plus une question de tempérament, d'exposition, de à quoi est due la frustration. Donc, par exemple, ben, si c'est un Malinois qui est frustré à cause du ballon et qui part au bout de la laisse, bah, d'après moi, ça va durer pour toujours, ça va pas arrêter. Mais si c'est un chien qui aboie pour avoir de la nourriture à table et qu'on l'ignore, ben, ça risque de passer. OK? Donc, ça dépend. Il y a une question qui est comment expliquer qu'un chien ait des réactions qui sont agressives envers une race en particulier sans qu'il ait eu de mauvaises expériences avec cette race-là? Les chiens font-ils des discriminations en fonction des races? Donc voilà, on est rendu avec la fameuse question du racisme systémique, mais pour les chiens. Euh, donc ici, je pense plus que qu'est-ce qui est en œuvre, c'est peut-être soit une peur de la nouveauté, ok? Donc si c'est un chien qui n'a pas été souvent mis avec un certain type de chien et que au niveau morphologique, qu'il y a des traits qui sont trop différents. Donc par exemple, un chien qui aurait jamais vu par exemple, de gros chiens frisés. Mais ça a juste l'air d'être une grosse boule avec aucune émotion parce que il y a tous les poils qui tombent devant le visage. OK, ici, c'est juste un exemple. Donc ici, ça pourrait être que ça, mais ça pourrait être aussi des mauvaises expériences qu'on a juste pas notées, mais qui ont été notées par le chien. Par exemple, ben si
cette race-là, entre guillemets, de chien, a tendance à, je sais pas moi, lors des promenades, à tout le temps être excité, à tirer au bout de la laisse, à être vraiment intense, mais ça se peut que notre autre chien se soit senti menacé. OK? Même si pour nous, on se dit, ah, il a pas été agressé, tout a bien été, il n'y a pas eu de mauvaise expérience. Mais si on a un chien qui est plus sensible par rapport à ce type d'approche-là et qui voit que, ah, OK, ben, c'est toujours les chiens de ce type-là qui agissent comme ça, ben, il pourrait commencer définitivement à avoir des réactions agressives, même s'il n'y a pas eu de contact. Donc, si je vois quelqu'un de l'autre côté de la rue qui se promène tout le temps avec une scie à chaîne, ben c'est possible que même si la personne ne m'a jamais découpé avec la scie à chaîne, que je m'en méfie. Euh, euh, donc, il y a quelqu'un qui dit les écureuils, c'est comme les pigeons pour les Parisiens. Donc, nous, on a aussi les pigeons dans les grandes villes. Donc, je vais répondre à une dernière question. OK, parfait. Donc, ça, c'est une bonne question. Il y a Anne-Cécile qui dit, est-ce que certains jeux, par exemple, la balle, jouer au flirt pole, risquent d'empirer ou de diminuer la prédation? Donc, c'est sûr que ben, plus notre chien a la possibilité de pratiquer un ensemble de comportements, il va devenir meilleur pour le produire. OK? Donc, c'est sûr que ben, si j'avais jamais joué à la balle avec mes chiens, peut-être qu'il y aurait moins de finesse pour attraper les petits objets qui se déplacent rapidement dans l'environnement. C'est sûr. Par contre, est-ce que ça va faire en sorte que ça va davantage se transmettre sur d'autres cibles qui seraient considérées comme étant plus dangereuses? Du genre, ah, mon chien va être plus prédateur sur les cyclistes, les gens qui font de la planche à roulettes ou envers les autres animaux, pas nécessairement. Par contre, ça pourrait en effet venir perfectionner. Ok, c'est-à-dire qu'il a plus pratiqué ces comportements-là, donc il est meilleur dans le fait de le faire. Donc la question est peut-être un peu plus complexe, mais de façon générale, je dirais que le jeu, si notre chien aime jouer, est tellement un levier de motivation utile à utiliser et qui donne tellement de bons résultats que personnellement que je m'empêcherais pas de l'utiliser. Je viendrais canaliser les autres instincts peut-être que j'aime moins sur le jeu au lieu de m'en priver. Mais ça ici, c'est mon avis personnel. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite conférence d'aujourd'hui. Si jamais, et je sais qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez toujours nous contacter à info à commercial domaindemaître.ca ou info à commercial évolutioncanine.ca. Les deux adresses devraient fonctionner. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse, puis je sais que donc c'est un commentaire qu'on a souvent, vous pouvez nous réécrire un autre courriel. Dans les faits, je pense pas que c'est qu'on a ignoré votre commentaire. Je pense que des fois, notre boîte courriel a des problèmes, qu'on envoie des courriels et que la personne ne le reçoit pas. Bref, je pense qu'on a un petit truc à regarder au niveau de la technologie à l'interne. Donc, harcelez-nous au besoin de courriel. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci encore d'avoir été avec moi. On se revoit demain.